وشغل هذا الباقي بخو. Allô? Oui, on vous entend. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. J'espère que tous les participants nous entendent aussi. Bonsoir tout le monde et bienvenue à ce webinaire organisé par Medlife Consul Algérie en collaboration avec PG Academy et qui porte sur la méthodologie de recherche des sciences de santé. Ce webinaire sera Gouri. Il n'y a rien qui t'empêche. Rien ne t'empêche. On dirait enregistré. Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Et voilà. وهنا اسمع شوفي ايه هنا باش ما تبانيش Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Donc, je serai avant de commencer, je serai obligé de désactiver les micros de tous les participants pour éviter donc les échos. Allô, j'ai eu juste un problème de connexion, ça ne commence pas très bien à Papal. C'est les aléas de la connexion on est obligé de faire avec. Voilà, je vous ai présenté à peu près le sujet. Docteur Bourré, je vous laisse la parole. Merci. Merci, Monsieur Zohir. Bonsoir à tous et à toutes. Je souhaite la bienvenue à ce webinaire organisé par l'Institut Medlife Consult Algérie en collaboration avec BNG Academy. Ce webinaire sera consacré, comme vous savez, à la méthodologie de choix d'un sujet de recherche en sciences biomédicales, soit un sujet de recherche ou un sujet de thèse, bien évidemment. Pour tous qui nous rejoignent sur Zoom ou bien sur la page de l'Institut Medlife Consult, je vous souhaite une bonne et fructueuse soirée. Voilà, on va commencer notre webinaire d'aujourd'hui, de ce soir, mais je trouve que c'est opportun avant de commencer le webinaire de préciser que ce webinaire s'inscrit dans une série de visioconférences organisées dans le cadre d'une formation qui va être lancée prochainement. C'est une formation sur la méthodologie de recherche en sciences de santé, en sciences biomédicales, et qui va se dérouler sur la plateforme medlifeacademy.com. Voilà. Pourquoi j'ai choisi ce sujet? Pourquoi j'ai choisi ce thème pour ce webinaire de ce soir? En fait, que le choix de sujet de recherche ou de thèse constitue souvent un problème ou un vrai casse-tête pour les nouveaux chercheurs, y compris bien sûr les doctorants ou les anciens chercheurs.
Et même si la tradition a fait que généralement c'est le directeur de thèse ou les directeurs de laboratoire qui proposent le sujet de mémoire ou de thèse pour le doctorant ou l'apprenti chercheur, cependant ce dernier, c'est-à-dire le chercheur ou l'apprenant, doit toujours conserver une certaine marge de manœuvre pour participer dans le choix de son sujet. Pour quelle raison? La raison est simple, parce qu'un mauvais choix dans le début, un mauvais choix de sujet de recherche dans le début de processus de recherche peut être dramatique et catastrophique pour le chercheur. Pourquoi? Parce qu'il va engager le chercheur pour des mois, voire parfois des années, dans un projet de recherche, malheureusement, qui ne va pas aboutir. De ce fait, il est indispensable pour le chercheur d'accorder une attention particulière à ce choix. Et ce choix doit faire l'objet d'une réflexion posée et mûrie. Et bien sûr, il doit prendre en considération les conditions scientifiques, les conditions du chercheur d'abord, ses considérations personnelles, les considérations scientifiques, les considérations budgétaires, etc. C'est ce que nous allons voir dans ce webinaire. Pour le plan de notre webinaire de ce soir, donc notre visioconférence elle va s'articuler essentiellement sur 4 points. Le premier point, nous devons tout d'abord connaître l'anatomie de la recherche, ce qu'on appelle le plan de l'étude ou le protocole de l'étude, le déroulement de processus de recherche. Et nous devons bien sûr faire la différence entre une question de recherche et un sujet de recherche. Et nous allons voir comment utiliser le modèle PICO pour formuler une question de recherche. Le troisième point, elle va concerner les critères de choix d'un sujet de recherche. Et nous allons voir comment on peut choisir correctement un sujet de recherche en utilisant l'approche ou le modèle Feiner. Et nous terminerons notre webinaire par la présentation des 3 principales sources ou les 3 principales stratégies. C'est des sources d'idées et d'inspiration pour trouver un sujet de recherche. Bien sûr, sans être des recettes magiques, ce que je vais présenter ce soir dans ce webinaire, ce serait essentiellement des conseils d'ordre pratique qui vont vous aider dans l'identification de sujets de recherche, et chercher bien sûr la pertinence, dans la définition de la question de recherche, et bien sûr pour commencer correctement une carrière de chercheur. Voilà, nous allons commencer par le premier point, c'est l'anatomie de la recherche. Est-ce que vous savez quels sont les composants d'un protocole de recherche ou d'un plan d'études? J'ai oublié de vous dire que vous pouvez participer. Pour les gens qui sont avec nous sur le Zoom, donc vous pouvez participer directement en utilisant la messagerie, la conversation de Zoom. Et pour les gens qui nous suivent sur la page de MedLife Consult, donc ils peuvent poser leurs questions dans le live comme sous forme de commentaires. Voilà, on va commencer par le premier point, qui est l'anatomie ou la structure, ou le squelette d'un plan de recherche ou d'une étude ou d'un projet de recherche. En fait, la structure d'un projet de recherche est définie dans son protocole, ce qu'on appelle également le plan de l'étude. Ce protocole a une fonction scientifique vitale. Quel est le rôle de ce protocole? Le protocole est indispensable avant de commencer le processus de recherche, l'expérimentation ou l'enquête. Il faut toujours définir le plan de votre étude. Et vous avez bien sûr des composants qui sont primordiaux, qui sont indispensables pour définir un projet de recherche. Donc, comme je vous disais, le rôle de ce plan d'étude, de ce protocole, c'est d'aider le chercheur à organiser sa recherche de manière logique, d'une manière ciblée et bien sûr efficace. On va commencer par le premier composant. Le premier composant, c'est la question de recherche. Cette partie, ce composant, il répond à la question « Quelle question l'étude abordera-t-elle » C'est-à-dire la première étape, le premier pas
qu'il faut faire, c'est de définir la question de recherche. C'est la question qui est posée par les auteurs et bien sûr qui est formulée en termes de type de question, en termes de schéma d'études, de population d'études, etc. Ça, c'est le premier pas. Et ce que nous allons détailler dans ce webinaire. Le deuxième point, c'est le contexte et l'importance. Cette partie, elle répond à la question pourquoi cette étude ou ce projet est important. Donc, dans cette section, on va citer des auteurs, ils vont citer les études antérieures et ils vont indiquer bien sûr les limites de ces études. Ils vont préciser également les résultats des études antérieures et les études ou les résultats qui vont aider le chercheur à résoudre le problème de recherche. Et bien sûr, pour conduire à la création de nouvelles connaissances scientifiques qui vont influencer généralement principalement les directives pratiques, par exemple les pratiques cliniques ou les politiques de santé. Ça, c'est pour le deuxième composant, contexte important. C'est-à-dire l'objectif de cette section, c'est surtout justifier votre travail, justifier l'importance de votre travail. Donc, après la formulation de questions de recherche, les auteurs ou les chercheurs doivent justifier l'importance de leur travail. Le troisième point, le troisième composant dans le protocole ou dans le plan d'étude, c'est le schéma. Le schéma d'une étude. En fait, le schéma d'une étude, c'est une question complexe pour le chercheur. Mais pour quelle raison? Parce que le schéma, généralement, doit répondre à la question de recherche. Le choix de schéma dépend de la nature de question de recherche. Une décision fondamentale dans le choix de schéma d'étude, c'est faux. Vous avez le choix. Soit vous allez prendre une démarche descriptive, c'est l'exemple des études observationnelles, soit vous allez prendre une démarche expérimentale, par exemple avec intervention, soit c'est des études expérimentales sur le modèle animal ou sur le modèle humain, par exemple ce qu'on appelle des essais cliniques. Et bien sûr, le choix dépend toujours de la nature de la question. Le quatrième composant, c'est la population de l'étude. Donc, après la formulation de la question de recherche, après la justification de l'importance de l'étude, le choix de design, c'est-à-dire le type et les étapes de l'étude, les chercheurs doivent définir la population. Quelle est la population de l'étude? Le premier point dans la définition de la population d'étude, c'est de donner les critères, préciser les critères. Quels sont les critères d'inclusion et de non-inclusion, ou éventuellement les critères d'exclusion, qui vont définir la population cible. C'est-à-dire quelles sont les personnes les mieux adaptées pour répondre à la question de recherche. Ça, c'est le premier point, donc la définition. Définition, c'est-à-dire c'est le critère d'inclusion. Le deuxième point qu'il faut définir dans la population, c'est l'échantillonnage. L'échantillonnage, c'est-à-dire c'est la sélection des sujets. Comment ces sujets qui vont participer dans l'étude vont être sélectionnés. Et ici, bien sûr, vous avez des méthodes d'échantillonnage qu'on peut classer en deux principales méthodes. Vous avez les méthodes probabilistes, les méthodes aléatoires, et le deuxième type, c'est les méthodes non probabilistes, qu'on pourrait détailler, bien sûr, par la suite ou dans le débat. Le cinquième composant dans le plan de l'étude, c'est les variables étudiées. Donc ça, c'est un élément majeur dans la conception de toute étude de recherche. C'est la définition ou le choix des variables. Quelles sont les variables qu'on va mesurer? Ici, vous avez plusieurs types de variables. Le chercheur doit définir quelles sont les variables indépendantes, quelles sont les variables dépendantes. Autrement, ils ont d'autres appellations, par exemple les variables prédictives, les variables de mesure. Il faut également définir les variables de confusion, etc. Donc, dans n'importe quelle étude, le chercheur doit toujours définir les variables étudiées ou les paramètres étudiés. Et généralement, on peut classer ces paramètres
en deux familles. Donc, vous avez les variables dépendantes, les variables mesurées par le chercheur. Vous avez la deuxième classe, c'est des variables indépendantes, c'est-à-dire c'est des variables exercées par le chercheur. Et on va voir des exemples tout à l'heure. Le dernier composant dans la conception de protocole ou de plan d'étude, c'est l'analyse statistique. En fait, dans cette section d'analyse statistique, le chercheur doit élaborer un plan bien précis pour estimer d'abord la taille de l'échantillon, et on revient ici à la définition de la population, parce qu'il y a toujours des formules de calcul de nombre de sujets nécessaires pour chaque type d'étude. Donc l'analyse statistique dépend utilisée dans la population, elle dépend également de schéma de l'étude. Donc il faut définir la puissance de l'étude, il faut calculer le nombre de sujets nécessaires, c'est-à-dire dans la population, la taille de votre échantillon, en fonction de la prévalence, s'il s'agit par exemple d'une étude descriptive, en fonction de la puissance, en fonction de size effect pour les essais cliniques, etc. Et deuxième point, dans cette partie analyse statistique, le chercheur doit définir les tests qui vont être utilisés pour l'analyse des données. Voilà, donc ça c'est les principaux composants de protocole de recherche et de plan d'étude. Nous, qu'est-ce qu'on va traiter ce soir? On va s'intéresser essentiellement à cette partie, au premier composant, la définition et la formulation de questions de recherche. En fait, la définition de questions de recherche, elle fait partie d'une partie plus large, c'est la problématique de recherche. En fait, nous verrons maintenant comment on va formuler une question de recherche en utilisant le fameux principe de pyramide inversée. En fait, pour définir une problématique de recherche, on commence toujours par le plus général vers le plus spécifique. Le plus général, le premier plan, c'est le sujet de recherche, communément appelé également le thème. Donc, le sujet de recherche et le thème. Le sujet de recherche décrit le thème sur lequel va porter votre recherche. Et on va voir des exemples. Ça, c'est le sujet vaste, le sujet large, c'est le thème. À partir de ce thème, les chercheurs ils vont définir le problème de recherche. Et le problème de recherche est défini par un écart. Donc, on va chercher quel est l'écart qui existe entre les connaissances actuelles et le produit ou le résultat de notre étude. Donc, on va chercher un état d'écart constaté entre les connaissances insatisfaisantes, c'est-à-dire c'est des connaissances actuelles insatisfaisantes, et on va chercher une situation de recherche désirable pour répondre à cette question de recherche. C'est ce qu'on appelle le problème de recherche. Donc, on va passer d'une phase plus large, qui est le thème de recherche, à une étape plus étroite, c'est la définition de problème de recherche. Après la définition de problème de recherche, il y avait une autre étape, avec plus de précision, c'est la question de recherche. La question de recherche, c'est la question qui va être posée par les auteurs et qui va être formulée, comme on l'a dit tout à l'heure, en termes de type de question. Quel est le type de question? Est-ce qu'il s'agit d'une étude expérimentale, une étude d'observation? Est-ce que c'est une étude diagnostique, étude thérapeutique, étude épidémiologique, etc. En termes également de schéma d'étude, est-ce qu'il s'agit d'une étude cohorte, étude cas témoin, un essai clinique, un essai expérimental sur modèle animal, et également en fonction de la population de l'étude. Donc, quelle est la population de l'étude? Donc, ces éléments doivent figurer dans la question de recherche. Bien sûr, on va voir juste après comment on va formuler la question de recherche en utilisant le modèle PICO. Donc, c'est le modèle proposé et qui est issu essentiellement de l'Evidence-Based Medicine. Après la formulation de questions, les chercheurs ils vont formuler leur hypothèse de recherche. Ici, vous trouvez, selon les ouvrages, soit ils parlent des hypothèses, soit ils parlent des objectifs. Donc, c'est à vous de voir, soit c'est la formulation des hypothèses, soit c'est la définition d'objectifs. Généralement, ce qu'il faut garder en tête, une étude, une recherche, ne comporte qu'une seule hypothèse. Donc, vous avez une seule hypothèse. On ne peut pas avoir 2 ou 3 hypothèses dans un projet de recherche. Vous commencez par une seule hypothèse, c'est l'hypothèse principale, que vous allez confirmer ou infirmer par votre étude. Donc, je répète.
La formulation de questions de recherche, elle fait partie de la problématique de recherche. Dans la problématique de recherche, en utilisant le principe de pyramide inversée, on va aller de contexte général vers le contexte spécifique. Le chercheur ou le doctorant, il va commencer d'abord par la définition de son sujet de recherche, ce qu'on appelle le thème. Par exemple, il va travailler sur, je sais pas, sur le diabète, par exemple. Ça, c'est le thème général. Donc, diabète, c'est vaste. Ensuite, il va définir le problème de recherche. Il va étudier, par exemple, les complications cardiovasculaires liées au diabète type 2. Par exemple, c'est une population, parce qu'on a dit dans le problème de recherche, il faut définir la question, le type de question, définir le schéma de l'étude et la population de l'étude. Donc, dans cette section, on va définir le problème de recherche, c'est-à-dire, on va étudier le diabète, les complications cardiovasculaires chez les sujets diabétiques. En termes de questions, peut-être on va opter par exemple pour l'étude de cohorte. On va prendre un groupe de patients diabétiques qui va être suivi pour une durée bien déterminée à la recherche d'un événement, c'est l'événement cardiovasculaire. D'accord? Et bien sûr, la population de l'étude, on va définir des critères d'inclusion de cette population d'étude. Est-ce qu'on va prendre tous les sujets diabétiques ou on va par exemple exclure les sujets diabétiques qui ont déjà un événement cardiovasculaire, on va éliminer les sujets diabétiques obèses, etc. Donc, dans cette partie, dans la question de recherche, les auteurs ou les chercheurs doivent définir la question de recherche en termes de population, en termes de questions de recherche et en termes bien sûr de situation de recherche, ou type de recherche. À la fin, les chercheurs vont formuler l'hypothèse ou l'objectif. On va prendre ensemble un exemple. Toujours suivant le schéma de pyramide inversée, on va aller du plus général vers le plus spécifique. Supposons qu'un chercheur s'intéresse au traitement de stéatose hépatique chez les sujets atteints de diabète type 2 et qui sont obèses. Donc ça, c'est le thème. Sa définition, c'est le thème ou le sujet de recherche. À partir du sujet de recherche, on va définir le problème. Quel est le problème de recherche? Quel est l'écart de connaissances qui existe dans la littérature concernant ce sujet de recherche? Donc, pour les gens qui ne sont pas du domaine, le stéatose hépatique, donc c'est l'accumulation des lipides au niveau du foie, essentiellement des triglycérides. C'est des sujets atteints de diabète type 2 et d'obésité. Et ça, c'est une complication très fréquente sur le sujet diabétique. Donc, on va chercher, nous sommes des chercheurs, on va chercher une réponse au traitement de stéatose, c'est les sujets atteints de diabète type 2 d'obésité. Quel est le problème de recherche? Le problème de recherche, c'est qu'actuellement, dans la littérature, il y a deux tendances. Il y a une tendance à l'utilisation des approches pharmacologiques. Lorsqu'on dit approche pharmacologique, c'est-à-dire l'utilisation des médicaments. Et d'autres auteurs proposent des approches non pharmacologiques. On peut citer, par exemple, dans les approches non pharmacologiques, le régime alimentaire, c'est-à-dire les mesures diététiques. On peut citer également la perte du poids. Et on peut citer, par exemple, l'exercice physique. Donc, vous voyez, vous avez deux approches différentes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une réponse définitive à cette question de recherche, à ce sujet de recherche. Le sujet de recherche s'intéresse au traitement d'une maladie, d'une complication qui est la stéatose, chez une population de diabète type 2 et obèse. Sur le plan problématique, dans le problème de recherche, on a deux approches, approche pharmacologique et approche non pharmacologique. À partir de ce point, les chercheurs vont définir la question de recherche. Donc, quelle serait votre question de recherche? Bien sûr, ici, pour passer d'une étape à une autre, il y a toujours un processus de recherche bibliographique. D'accord? Vous avez toujours une recherche bibliographique pour essayer d'affinir votre question de recherche, la problématique de recherche. Donc, on va commencer par le thème, ensuite le problème de recherche. Donc, il y a un problème dans le traitement de cette maladie dans cette population. Qu'est-ce qu'on propose, nous, comme question de recherche? On va évaluer l'intérêt ou l'importance d'une approche pharmacologique représentée par un médicament qu'on appelle les statines. Les statines, c'est des médicaments utilisés dans le traitement de l'hypercholestérolémie. Donc, ils ne sont pas spécifiques au traitement de stéatose. Par rapport à une approche non pharmacologique
qui est l'exercice physique. Donc, vous voyez, on a précisé notre question de recherche. Ici, nous sommes dans le général. Et on va aller vers le plus spécifique. Le plus spécifique, c'est de comparer une approche pharmacologique représentée par l'utilisation des statines dans le traitement de stéatose, et on va comparer cet effet par rapport à une approche non pharmacologique qui est l'exercice physique. Donc la question de recherche, elle est la suivante. Les statines sont-elles plus efficaces que l'exercice physique dans le traitement de stéatose hépatique chez les patients atteints de diabète de type 2 et d'obésité? Vous voyez ici, c'était vaste au début. Mais maintenant, la vision, elle est plus claire. Vous voyez, ça mérite d'être un sujet de thèse, un sujet de recherche. Pourquoi? Parce que vous avez tous les éléments nécessaires pour définir la question de recherche. L'étape suivante, on a dit, soit c'est la définition de l'hypothèse, soit c'est la définition des objectifs. L'hypothèse, c'est une hypothèse, donc c'est une proposition qu'on cherche à confirmer ou infirmer. Donc l'hypothèse de cette recherche, c'est quoi? C'est que les statines sont plus efficaces que l'exercice physique dans le traitement de stéatose hépatique chez les patients atteints de diabète type 2 et d'obésité. Donc ça, c'est notre hypothèse de recherche. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va mener une étude pour répondre à cette question, pour dire est-ce que c'est juste, c'est vrai ou c'est faux, en fonction, bien sûr, des résultats de notre étude. Pour affiner la définition de question de recherche, les experts proposent maintenant une étape ou une approche, ou un modèle pour standardiser la définition de la question de recherche. C'est ce qu'on appelle le modèle PICO. Donc, quels sont les composants de modèle PICO? N'importe quelle question de recherche, elle doit avoir ces éléments clés. Vous avez le P. Le P, c'est pour définir la population de l'étude, les patients ou le problème étudié. Le I, ça signifie pour l'intervention évaluée. Quelle intervention évaluée? Donc, on va évaluer, par exemple, l'efficacité d'un nouveau traitement. On va évaluer la valeur diagnostique d'un test de diagnostic ou une intervention, par exemple, économique, pharmacologique, etc. Troisième élément, c'est le C. C, c'est pour parler de comparaison ou de comparateur. Est-ce qu'on va comparer notre intervention avec un groupe de comparaison? Par exemple, dans les essais cliniques, on compare souvent l'efficacité du traitement par rapport à un placebo, par rapport à un autre traitement de référence ou le traitement le plus utilisé. On peut comparer également la valeur ou les performances d'un test diagnostic, d'un nouveau test diagnostic par rapport à un test de référence. Donc, vous avez toujours un groupe de comparaison. Et parfois, on peut bien sûr ne pas utiliser un groupe de comparaison. Par exemple, dans les études descriptives, purement descriptives, il n'y a pas de groupe de comparaison. Le dernier composant du modèle PICO, c'est le EO. Le EO, c'est le outcomes. Le outcomes, c'est-à-dire c'est des événements qu'on va chercher. C'est des événements qu'on va mesurer. C'est les résultats cliniques. Ou autrement dit, vous avez le terme de critère de jugement. Quel est le critère de jugement? Quel est l'événement qu'on va chercher? Si on prend l'exemple de tout à l'heure, lorsqu'on a cherché les événements cardiovasculaires ou les complications cardiovasculaires chez les sujets diabétiques, l'événement cherché, c'est le outcome, c'est bien sûr, c'est l'événement, c'est la survenue d'un événement cardiovasculaire. Par exemple, en oncologie, on va faire une étude de survie dans une population, dans un type bien défini de cancer. Qu'est-ce qu'on va chercher? Quel est l'événement cherché? Par exemple, c'est la mortalité. Le taux de mortalité à 1 an, à 2 ans, à 3 ans, etc. Si on va chercher un événement cardiovasculaire, on va chercher la fréquence de l'infarctus du myocarde, par exemple. On va détailler maintenant ces éléments de PICO, mais avant de détailler ça, il faut savoir qu'il existe des variantes. Il y a des variantes de modèle PICO. Vous avez ce qu'on appelle le modèle, les variantes de PICOT, PICOS, PICOTS et PICOT. Donc, quelles sont ces variantes? Vous avez deux composants facultatifs dans le modèle PICO, c'est le T et le S. Et la signification diffère selon la situation. Donc, T peut représenter ce qu'on appelle time. Donc, parfois, dans votre protocole, dans votre question de recherche, il est important de préciser le temps. Le temps ici, c'est le moment de la mesure des effets de l'intervention. Par exemple, on va évaluer l'efficacité d'un traitement sur une durée d'un an. Donc ça, c'est pour le time frame. Le time frame, c'est-à-dire c'est la durée de suivi. On va arrêter le traitement après 10 jours. Donc c'est le moment de mesure. Donc on va mesurer l'effet de l'intervention après traitement.
Par exemple, dans une étude expérimentale sur le modèle animal, on va administrer une substance, par exemple étude de toxicité, on va administrer une substance toxique et on va évaluer la toxicité de cette molécule après 10 jours. Donc après 10 jours, qu'est-ce qu'on va faire? On va sacrifier l'espèce animale et on va mesurer bien sûr la toxicité. Donc ça c'est pour le T. Pour le S, en fonction de la situation, soit c'est pour parler de study design, c'est-à-dire c'est le schéma de l'étude, et si vous avez plusieurs schémas, soit c'est des revues systématiques, soit vous allez opter pour un essai contrôlé, randomisé, étude cohorte, étude cas témoins, etc. Soit c'est pour setting. Le setting, c'est-à-dire c'est le lieu ou l'environnement. Et souvent dans les essais cliniques, vous trouvez ce qu'on appelle le inpatient and outpatient. C'est-à-dire est-ce que vous allez effectuer votre essai clinique sur une population complètement hospitalisée ou en ambulatoire. Donc c'est important de préciser ça dans la question de recherche. Et parfois le S signifie le statistics. Donc c'est quel est l'outil statistique, quel est le modèle statistique utilisé ou le test statistique. Voilà, on va essayer maintenant de détailler les différents composants de modèle PICO. On va commencer par le P. On a dit tout à l'heure que le P, c'est pour définir la population de l'étude, les patients ou le problème. Donc vous avez ici quelques questions qu'il faut poser dans la définition de votre population. Quelle est la population cible? Ici, lorsqu'on parle de population cible, ce n'est pas votre échantillon, mais plutôt c'est la population à partir de laquelle vous allez tirer votre échantillon. Deuxième point, ou deuxième question, est-ce que cette population elle est étroite ou large? C'est-à-dire que vous allez tirer votre échantillon à partir d'une population étroite, c'est-à-dire la prévalence de phénomènes étudiés, elle est faible ou elle est large, ou elle est élevée. Troisième question, est-ce que cette population d'études ou la population cible, elle est vulnérable? Par exemple, vous allez travailler, je ne sais pas, d'une maladie chez les femmes enceintes. Donc, c'est une population vulnérable. Chez les enfants. Donc, il faut définir ce critère dès le début, dans la définition de votre population. Quatrième question, quels sont les critères d'éligibilité? C'est-à-dire, quels sont les critères d'inclusion? Il faut toujours définir les critères d'inclusion de votre population. Et sans oublier, bien sûr, la stratégie ou la méthode d'échantillonnage. Quelle est la méthode d'échantillonnage la plus appropriée pour répondre à votre question de recherche? Deuxième élément, ou deuxième composant dans le modèle PICO, c'est le I. Le I, on a dit tout à l'heure, c'est l'intervention évaluée. Qu'est-ce qu'on va évaluer? Quel est le type d'intervention? Est-ce qu'on va évaluer l'efficacité d'un traitement? On va évaluer les performances d'un test diagnostique. On va évaluer, par exemple, l'efficacité ou l'efficience d'une politique, d'une procédure, etc. Deuxième question qu'il faut se poser dans la définition de l'intervention. Est-ce que l'intervention choisie est la plus appropriée pour la conception de l'étude? Et ça, c'est un point très important. Il faut choisir l'intervention qui répond ou qui est appropriée avec la conception de votre étude. Si votre étude, c'est une étude descriptive, donc généralement, il n'y a pas d'intervention ici. C'est observationnel. Si vous allez tester l'efficacité d'un traitement, vous ne pouvez pas utiliser le schéma d'observation. Donc, vous devez opter pour un essai expérimental. D'accord? Donc, l'intervention doit être en concordance avec la conception de l'étude. Toujours dans la définition de l'intervention, il faut prévoir également les effets secondaires potentiels à cette intervention. Par exemple, dans les essais cliniques, il faut toujours chercher les effets secondaires à ce traitement. S'il n'y a pas d'intervention, quelle est l'exposition? S'il n'y a pas d'intervention par le chercheur, ne sont pas dans le modèle expérimental, on va opter pour un modèle non expérimental, par exemple analytique ou étiologique. Donc ici, il faut définir quelle est l'exposition. Je vous donne l'exemple d'une étude cohorte dans laquelle on cherche à établir un lien de causalité entre l'exposition, par exemple, aux rayons solaires et le risque de mélanome. Donc ici, l'exposition, c'est quoi? C'est l'exposition aux rayons solaires. Un autre exemple, on va chercher un lien de causalité entre
le tabac et le cancer bronchique. Ici, l'exposition, c'est le cancer bronchique. Il faut toujours définir l'intervention. S'il n'y a pas d'intervention, quelle est l'exposition? Troisième composant, c'est le C, la comparaison. Ici, la comparaison représente l'élément que l'on souhaite utiliser pour contrôler l'intervention. Donc, selon le type de la question, le groupe comparaison peut être soit l'intervention la plus performante, par exemple pour comparer un traitement, un nouveau traitement, on va utiliser comme comparaison le traitement de référence. C'est l'intervention la plus performante. On peut utiliser également l'intervention la plus utilisée. On va comparer un traitement avec un traitement le plus utilisé, le traitement traditionnel. Ou on peut utiliser également le placebo. Le placebo, donc, c'est une molécule qui n'a pas d'effet thérapeutique. Ou carrément l'absence d'intervention. C'est-à-dire ici, il n'y a pas de groupe de comparaison. On va comparer l'efficacité d'un médicament entre deux groupes. Un groupe qui va être traité, un groupe qui ne va pas être traité. Donc ici, le groupe de comparaison, c'est la non-intervention. Le dernier composant de modèle PICO, c'est le E. Donc enfin, pour comparer les éléments, on doit toujours déterminer et utiliser les outcomes. Les outcomes, c'est les événements mesurés. Ici, on utilise souvent ce qu'on appelle des critères de jugement. Comment on va juger le résultat ou l'événement de cette étude? Donc, on doit définir toujours le résultat principal. Qu'est-ce qu'on cherche comme événement principal? On cherche la survenue d'un événement cardiovasculaire. C'est le sujet diabétique, pour prendre l'exemple de tout à l'heure. Et il ne faut pas oublier également la recherche des résultats secondaires. Donc, vous avez un critère de jugement principal. Généralement, c'est un seul critère de jugement principal. Et vous trouvez également des critères de jugement secondaires. À cette étape, dans l'outcomes, on peut également définir la nature de ces résultats. Est-ce que c'est des résultats exploratoires? C'est-à-dire, on cherche la survenue d'un événement inconnu, ou explicatif, on cherche à expliquer un phénomène étudié, ou confirmatif, c'est pour confirmer les résultats d'une étude antérieure. Quatrième question, comment les résultats vont-ils être mesurés? Donc, il faut toujours définir comment on va mesurer les critères de jugement. Donc, il ne suffit pas de définir les critères de jugement, on doit préciser également la méthode de mesure. Et bien sûr, on doit préciser quelles sont les variables dépendantes et les variables indépendantes. Et est-ce que ces variables, c'est des variables numériques, catégoriques ou ordinales? Bien sûr, on ne pourra pas détailler tous ces éléments dans ce webinaire. Pour mieux comprendre ce modèle, je vous donne ici un exemple. C'est l'exemple de tout à l'heure, si vous vous souvenez. On a défini notre question de recherche qui est la comparaison de l'efficacité des molécules approche pharmacologique, l'utilisation des statines, par rapport à une approche non pharmacologique et l'exercice physique, dans le traitement de stéatose hépatique chez les patients diabète type 2 et les sujets obèses. Si on cherche à décortiquer cette question de recherche selon le modèle PICO, donc on doit trouver la population, on doit trouver l'intervention, le groupe de comparaison ou le contrôle et les critères de jugement. Pour la population, à partir de cette question, on peut définir la population. Il s'agit d'une population composée de sujets adultes, hommes ou femmes, peu importe, parce qu'on n'a pas précisé ici le sexe. Ces sujets diabétiques, hommes, femmes, adultes doivent être diabétiques, diabète de type 2. Ils doivent être également obèses et bien sûr, doivent être atteints de stéatose hépatique. Donc vous voyez ici, on a défini la population de l'étude en fonction de la question de recherche. Et on doit préciser ces éléments. C'est des éléments de définition. On peut les utiliser bien sûr comme critères d'inclusion. Donc dans les critères d'inclusion de population, c'est des sujets adultes, âgés plus de 18 ans, hommes ou femmes, atteints de diabète type 2, obèses et atteints de stéatose hépatique. Deuxième composant, c'est l'intervention. Donc quelle est l'intervention spécifique à notre question de recherche? C'est l'utilisation des statines.
des molécules de statine. Bien sûr, ici, on doit définir la posologie et la durée pour bien préciser le type d'intervention. Le troisième composant, c'est le contrôle. On va comparer l'efficacité de statine par rapport à quoi? Par rapport à un groupe de contrôle. Quel est ce groupe de contrôle? C'est un groupe composé de sujets qui vont subir un exercice physique. Donc, vous voyez ici, l'intervention, c'est l'utilisation des statines. La comparaison, c'est par rapport à l'exercice physique. La même chose, il faut définir ici la nature d'intervention, de comparaison, c'est-à-dire l'intensité de cet exercice physique et la durée. Le dernier composant, c'est les outcomes. Les outcomes, c'est les critères de jugement. Quels sont les critères de jugement que je vais utiliser pour évaluer l'efficacité? D'accord? Donc, pour l'efficacité, vous avez des critères échographiques, vous avez des critères élastographiques, par exemple fibroscan, vous avez des critères histologiques, par exemple, vous allez utiliser la ponction biopsie hépatique, et vous pouvez bien sûr utiliser des critères biologiques. Et ici, vous n'êtes pas obligé d'utiliser tous les critères, mais c'est à vous de voir quel est le critère le plus adéquat, le plus approprié pour évaluer l'efficacité des statines et de l'exercice physique dans le traitement de stéatose hépatique. Maintenant, vous avez un quiz pour voir est-ce que vous avez compris le principe de modèle PICO. Ici, c'est une étude clinique, donc c'est un essai clinique qui va évaluer l'efficacité d'un antirétroviral, le remdesivir, dans le traitement de formes modérées de COVID-19 par rapport au traitement aux soins standards pour une durée de 11 jours, après au 11e jour. Donc, pouvez-vous identifier les éléments du modèle PICO qui correspond à cette question de recherche? Donc, pour les gens qui sont avec nous sur le Zoom, donc ils peuvent vous répondre en utilisant la conversation. Et pour ceux qui sont sur la page, donc ils peuvent répondre dans les commentaires. Donc, je vous donne 2 minutes pour identifier les éléments du modèle PICO de cette question de recherche. Donc, je commence à avoir des réponses. Donc, pour la population, c'est les patients atteints de COVID-19. Donc, de COVID et manque de précision. Donc, c'est de COVID-19, forme modérée. Très bien. Donc, presque tout le monde a eu la bonne réponse. Pour l'intervention, pour le deuxième composant, le I, très bien, donc il y a de bonnes réponses dans la discussion. Très bien. Voilà, donc je vois que presque tout le monde a compris le principe du modèle PICO. Donc vous avez donné de bonnes réponses. On va essayer de répondre à ce quiz.
la population, c'est clair, la population de l'étude, c'est des patients atteints de COVID-19 et plus précisément la forme modérée de COVID-19. Ça, c'est la population de l'étude. Je peux ajouter plus de précisions selon, par exemple, l'âge, selon le genre, etc. Donc, c'est à vous, c'est-à-dire c'est aux chercheurs de définir les critères d'inclusion de cette population. Pour l'intervention, bien sûr, vous avez une seule intervention ici, c'est le traitement antirétroviral représenté par la molécule de remdesivir. Pour le groupe de contrôle, ici, vous avez versus, donc effect of remdesivir versus standard care. Donc versus, c'est par rapport aux comparaisons. Donc on va comparer l'effet de remdesivir par rapport aux soins standards. Donc ça, c'est le groupe de contrôle. Donc il y aura dans cette étude, dans cet essai, deux groupes. Un groupe de patients traités par le remdesivir et un groupe de patients traités par les soins standards. Les soins standards, c'est-à-dire c'est les soins utilisés, par exemple, du corticoïde, de zithromycine, etc. Maintenant, pour les outcomes, les critères de jugement. Ici, c'est à vous de voir. Est-ce que vous pouvez utiliser uniquement des critères cliniques pour évaluer l'évolution de la maladie, ou vous êtes obligé d'avoir des critères radiologiques ou échographiques, par exemple le TDM, ou vous êtes obligé d'utiliser des critères biologiques, la PCR. Je répète, vous n'êtes pas toujours obligé d'utiliser tous les critères. C'est à vous de voir, en fonction, bien sûr, de la question de recherche, de la population de l'étude et de critères de jugement. Ici, c'est à titre d'exemple, donc pour évaluer l'efficacité soit de remdesivir, soit de soins standards, on va utiliser des critères cliniques, par exemple saturation en oxygène ou l'évolution de la maladie, l'état du patient, des critères radiologiques par rapport au TDM et des critères biologiques. Ici, en plus du modèle classique de PICO, vous avez deux autres précisions. Comme on a déjà vu tout à l'heure, les variantes T et S. Ici, vous avez le temps. Pourquoi? Parce qu'on a précisé dans la question de recherche, on va évaluer l'effet de ces deux approches, de ces deux interventions, remdesivir et soins standards, à 11e jour, c'est-à-dire après 10 jours. Donc la durée de traitement ou de suivi, elle est fixée à 10 jours. Parce qu'on va faire le statut, on va statuer au 11e jour. Ça, c'est pour le premier variant. Pour le deuxième élément facultatif, c'est le S, parce qu'on a précisé ici le study design, le type de l'étude. C'est un essai clinique randomisé, randomized clinical trial. Donc c'est un essai clinique randomisé. Donc vous voyez ici, on a trouvé tous les éléments nécessaires pour définir une question de recherche. À partir d'un titre, vous voyez, à partir d'un titre, on a pu identifier tous les éléments nécessaires pour définir une question de recherche. Très bien. Donc, j'espère que vous avez compris le principe d'utilisation de modèle PICO. Maintenant, on va passer à un autre niveau parce qu'on va essayer d'affinir notre question de recherche. Comment on va faire ça? On va utiliser le critère de choix ou les critères d'évaluation de la qualité selon le modèle FINER. Donc, le modèle FINER, c'est un modèle qui a été proposé par les chercheurs pour évaluer la qualité d'une question de recherche. Donc, FINER, c'est un acronyme pour définir F, c'est faisable, le I, c'est pour intéressant. Donc, question de recherche doit être faisable, doit être intéressante, elle doit être nouvelle pour le N, elle doit être éthique, et le R, c'est en anglais relevant, c'est-à-dire elle doit être pertinente. Donc, pour avoir une question de recherche faisable, le chercheur doit toujours se poser des questions. Avez-vous l'expertise nécessaire pour mener ce travail de recherche? Avez-vous le budget nécessaire pour faire cette étude? Avez-vous les ressources nécessaires? Soit c'est des ressources techniques, des ressources financières, des ressources bibliographiques également. Donc, il faut toujours se poser ces questions avant de choisir le sujet de recherche. Deuxième élément, c'est le I, intéressant. Est-ce que cette étude aborde un problème important? Et on va voir important par rapport à quoi. Le 1, c'est pour le nouveau, original. Est-ce que le résultat de l'étude sont-ils nouveaux? Quelle est la contribution de votre étude? Le E, c'est par rapport
l'aspect éthique de cette question de recherche. Est-ce que votre étude respecte les directives internationales de l'éthique de recherche? Et le R, c'est par rapport à la pertinence. Quelle est la contribution? Et est-ce que cette étude va contribuer significativement dans l'évolution des connaissances scientifiques, ou pour répondre, par exemple, à une question de recherche, ou pour résoudre un problème de recherche? On va essayer de détailler ces éléments un par un. On va commencer par le F. Le F, c'est par rapport à la faisabilité. Vous avez ici des éléments qui précisent la faisabilité de votre sujet de recherche. Est-ce que les objectifs que vous avez fixés dans votre protocole sont réalistes et sont réalisables? Donc, il faut toujours se poser cette question. Les objectifs sont réalistes et sont réalisables. Deuxième élément, est-ce que les ressources humaines et techniques sont disponibles pour mener ce projet de recherche ou ce projet de thèse? Ressources humaines, c'est par rapport aux manipulateurs, par rapport aux main-d'œuvre, par rapport aux experts. Pour les techniques disponibles, est-ce que vous avez l'appareillage nécessaire pour mener cette étude? Donc, il faut toujours se poser cette question. Troisième élément, la taille adéquate de l'échantillon de l'étude. Donc, est-ce que vous avez calculé le nombre de sujets nécessaires pour mener cette étude? Est-ce que cette taille, elle est adéquate pour répondre à la question de recherche? Quatrième élément, est-ce que vous avez les compétences et les expertises techniques nécessaires pour mener cette étude? Si vous allez lancer, par exemple, une nouvelle méthode, une nouvelle technique, est-ce que vous êtes formé sur cette technique? Est-ce que vous maîtrisez cette technique? Donc, il faut toujours se poser ces questions avant de mener l'étude. Et le dernier élément par rapport à la faisabilité, est-ce que cette question elle est abordable en matière de temps et de financement? Est-ce que vous avez réellement le temps pour faire cette étude et vous avez le budget nécessaire? Ici, je vous donne une astuce pour évaluer la faisabilité de votre étude avant même de commencer l'expérimentation, c'est de mener ou de lancer une étude pilote. Une étude pilote, c'est quoi une étude pilote? C'est-à-dire c'est une étude qui va utiliser votre protocole, c'est le même protocole, mais qui va être testée sur un échantillon réduit. C'est juste pour avoir une idée préliminaire sur la faisabilité de votre sujet de recherche. Et ça, c'est parmi les stratégies recommandées par les experts pour évaluer la faisabilité d'une étude. Donc, c'est de mener une étude pilote sur un petit échantillon. Dans le modèle final, le I, deuxième élément, c'est est-ce que le sujet est intéressant? Ici, comment on peut juger est-ce que le sujet est intéressant? D'abord, il faut voir la motivation de chercheur. C'est la motivation intrinsèque. C'est la partie la plus importante. C'est l'élément le plus important dans la recherche. Est-ce que vous êtes vraiment passionné par ce sujet de recherche? Et vous devez être passionné. Sinon, vous ne pouvez pas continuer dans votre projet de thèse. Donc, c'est la motivation intrinsèque. C'est important. Deuxième élément, toujours par rapport à l'importance. Est-ce que ce sujet de recherche suscite l'intérêt des autres chercheurs, c'est-à-dire communauté scientifique? Est-ce que vraiment les chercheurs de votre domaine s'intéressent à cette thématique? Donc, c'est très important de connaître cette réponse. Et troisième élément, est-ce qu'il s'agit d'un sujet de recherche viable ou non viable? Et on va répondre à cette question à la fin de cette présentation. On va voir comment on peut évaluer la viabilité d'un sujet de recherche. Pour avoir une réponse sur ce deuxième composant, l'importance, je vous conseille de mener une recherche bibliographique et surtout basée sur les revues systématiques de la littérature pour avoir une idée sur surtout l'intérêt de votre sujet par rapport à la communauté scientifique et bien sûr par rapport à la viabilité de ce sujet. Est-ce que c'est un sujet viable ou non viable? Qu'est-ce qu'on veut dire par viable ou non viable? C'est-à-dire est-ce que ce sujet elle va intéresser prochainement, dans les années prochaines, les chercheurs ou les experts de ce domaine. Troisième élément, dans l'acronyme FINAL, c'est le N. Une question de recherche, ou un bon sujet de recherche, elle doit apporter de nouvelles informations. C'est-à-dire une étude qui ne fait que répéter ce qui a été déjà établi, ce qui a été déjà confirmé par les autres chercheurs, vraiment ne vaut pas l'effort ni le coût.
Et ici, on revient à une question importante dans la recherche, dans les études de recherche, c'est ce qu'on appelle l'originalité. En fait, l'originalité d'une étude, elle peut être déterminée exactement par une simple recherche bibliographique. Donc, on doit examiner minutieusement la littérature scientifique, et bien sûr, on peut consulter aussi des experts du domaine pour évaluer l'originalité de votre travail. Parce que cette question de recherche a déjà reçu des réponses dans la littérature. Donc, on ne va pas réinventer la roue. Si le problème a été déjà résolu, vous avez une réponse presque définitive, une conclusion finale. Donc, ça ne vaut pas le coup de refaire cette étude, de travailler sur cette thématique. Ça, c'est la première question. Deuxième question, toujours dans l'originalité. Est-ce que le schéma d'étude que vous utilisez est plus rigoureux par rapport à ce qui se trouve dans la littérature? Bien sûr, ici, l'objectif, c'est pour améliorer le niveau de preuve. Supposons que dans la littérature, on ne trouve que des études observationnelles. Donc, nous, pour augmenter le niveau de preuve et pour avoir un aspect original de notre sujet de recherche, on va utiliser, par exemple, un niveau de preuve plus élevé. On va opter pour une étude cohorte, une étude cas témoin ou un essai expérimental, etc. Troisième élément, utilisez-vous un nouveau concept ou une nouvelle méthode ou une nouvelle intervention pour répondre à cette question de recherche. Bien sûr, en comparaison par rapport à ce qui se trouve dans la littérature scientifique. On peut changer la méthode utilisée ou le protocole pour apporter un aspect original. Et la dernière question, pour répondre à cette question d'originalité, pensez-vous que l'étude ou votre étude apportera une contribution significative à la littérature? Les résultats de votre étude, ils vont permettre d'améliorer les connaissances scientifiques, ou on va permettre, par exemple, d'améliorer les pratiques, ou changer les recommandations, les directives, etc. Ça, c'est quelques aspects de l'originalité d'une étude. Le quatrième élément dans le modèle Feiner, c'est le E. Donc, c'est l'aspect éthique. Et ici, vous avez bien sûr des règles et des recommandations et des directives à respecter. Je vous donne ici deux exemples. Vous avez le code de Nuremberg. Les 10 règles de Nuremberg, c'est des règles qui contrôlent l'expérimentation sur le modèle animal et bien sûr le modèle humain. Et vous avez également la déclaration Helsinki. C'est la plus connue, cette déclaration de Helsinki, qui gère tout ce qui est essai expérimental sur le modèle humain et également le modèle animal. Quelles sont les questions qu'il faut se poser pour évaluer le cadre éthique de votre question de recherche? La première question, comment les participants potentiels seront-ils recrutés et consentis? Donc, c'est la définition de la méthode de recrutement des patients. Parce qu'il y a un consentement, il faut demander l'avis des participants avant de mener votre étude. Quelles mesures seront prises pour la sécurité des participants potentiels? Ici, il faut mesurer le risque et le bénéfice. C'est important de mesurer cet aspect. Donc, le rapport risque-bénéfice pour les participants à cette étude, il faut toujours avoir un niveau de bénéfice important, plus élevé que le niveau de risque. Troisième question, est-ce qu'il y aura des incitations pour augmenter la participation? C'est-à-dire, est-ce qu'on va, par exemple, allouer un budget pour les participants? Est-ce qu'on va payer les participants? Donc, est-ce qu'il y a des moyens pour inciter les participants à intégrer cette étude? Une autre question, quels sont les avantages et les risques? On a déjà parlé de ce point. Également, on doit définir la confidentialité et l'anonymat des participants. On doit respecter cet aspect dans les études réalisées sur le modèle humain. Et on doit également définir les personnes qui vont accéder aux données. Donc ça, c'est des exemples de l'aspect éthique qu'on va prendre en considération dans la définition et dans le choix de notre sujet de recherche. Le dernier élément, le R, c'est par rapport à la pertinence. Dans la pertinence, en fait, la pertinence est l'un des aspects les plus importants d'un sujet de recherche. Une question de recherche pertinente devrait approfondir bien sûr les connaissances et fournir une réponse précise à une question de recherche, connaissances,
contribue également à l'amélioration de la pratique clinique, si on prend l'exemple d'un essai clinique, et stimuler la poursuite des recherches. Docteur Gouri, s'il vous plaît. Oui, Je crois que le moment est venu pour ouvrir le débat. C'est une question de gestion du temps du webinaire. d'accord. Donc, je termine juste ce dernier élément et je vous donne la parole pour le débat. Ok, avec plaisir. Très bien, merci M. Sanou. Donc, je continue par rapport à la pertinence. Je vous disais que la pertinence est l'un des aspects les plus importants d'une question de recherche. Une question de recherche pertinente doit répondre à une question de recherche scientifique, avoir une réponse précise. On peut avoir un autre aspect de pertinence, par exemple la génération de nouvelles connaissances, ou la contribution à l'amélioration des pratiques, ou également la stimulation de poursuite de recherche. Donc, on va ouvrir des pistes de recherche. Donc, on peut imaginer les différents résultats susceptibles de se produire et bien sûr examiner comment ces résultats. Donc, vous voyez ici, on peut déjà avoir une idée et on doit avoir une idée sur nos résultats avant même de mener la recherche, avant même de mener notre étude. Donc, on doit toujours définir et prévoir les résultats et est-ce que ces résultats ils vont vraiment améliorer les connaissances scientifiques ou ils vont influencer par exemple les directives pratiques ou des politiques de santé ou orienter bien sûr vers des recherches futures. Voilà, je m'arrête à cette étape parce qu'on n'a pas de temps pour terminer. Le quatrième point, ça concerne les critères, pardon, ça concerne les stratégies de ressources ou les stratégies de choix. On va essayer de traiter cette partie, soit dans le débat ou dans un prochain webinaire. Voilà, Monsieur Zohir, à vous la parole. Merci beaucoup, Dr Gouri. Merci pour cette présentation. Alors, voilà, on va ouvrir le débat. Si vous avez des questions, Dr Gouri se fera le plaisir de vous répondre. Ceux qui veulent poser des questions, ils peuvent activer leur microphone ou, à défaut, poser vos questions sur le chat. Bonsoir, s'il vous plaît. Moi, je suis le docteur Diallo. Et oui, donc j'avais quelques précisions à demander. D'abord, je vous remercie pour la qualité de la présentation et de la méthodologie que vous avez appliquée pour éclaircir un peu sur le débat. C'était vraiment très intéressant. Je vous remercie sur cet aspect-là. Maintenant, moi, ma question, c'était lorsque peut-être qu'on est amené à faire sur les différents plans d'une étude de recherche, c'est-à-dire sur l'introduction, sur la méthodologie, sur les différents aspects que vous venez d'évoquer. Si nous prenons par exemple sur l'introduction, qu'est-ce qui doit ressortir un peu sur ce que vous avez dit? Comme vous avez pris tout à l'heure l'exemple sur le principe de la pyramide inversée et sur l'introduction, je vois que peut-être il faut commencer par le terme général et ainsi de suite. Donc, je voudrais un peu, si vous pouvez éclaircir un peu sur cet aspect-là, ça va être un peu important pour moi. D'accord. Merci, Dr. Diarro, pour cette question pertinente. Donc, par rapport au développement de la question de recherche, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez le fameux principe de pyramide inversée. C'est-à-dire un jeune chercheur, un apprenti chercheur, avant de choisir son sujet de recherche, il doit commencer d'abord par un thème de recherche. Bien sûr, ce thème doit être en relation avec sa spécialité, avec sa discipline. On ne peut pas imaginer un ingénieur, par exemple en mécanique, qui va faire un thème en médecine. Ça se fait pas. Donc, on doit toujours commencer par un thème qui est en relation avec notre discipline, avec notre spécialité. Maintenant, le choix de ce thème. En fait, je vais traiter ce choix dans la troisième partie, mais malheureusement, on n'a pas
le temps pour terminer cette présentation. C'est-à-dire sur quelle base le chercheur doit choisir le thème avant de parler même de questions de recherche. Ensuite, après le choix du thème, le chercheur va faire une recherche bibliographique. Dans quel objectif? L'objectif, c'est de statuer sur l'état de connaissance. Donc, on doit avoir une idée sur l'état des connaissances par rapport à ce thème. C'est-à-dire ce qu'on appelle le problème. Donc, on est passé de thème de recherche au problème de recherche. Est-ce qu'il y a un problème de recherche par rapport à ce thème dans la littérature? J'ai donné tout à l'heure l'exemple de statine ou de traitement de stéatose, c'est le sujet diabétique. Donc, le traitement de stéatose, c'est le sujet diabétique, il pose un problème actuellement, parce qu'il n'y a pas un traitement spécifique aux stéatoses, jusqu'à maintenant, jusqu'à l'heure actuelle. Donc, ça, c'est un problème de recherche. Donc, vous avez des lacunes de recherche, ce qu'on appelle le research gap. Donc, vous avez un research gap, une lacune de recherche qui se trouve dans la littérature et qui demande, qui suscite l'intérêt des chercheurs. Troisième point, après la définition de problème de recherche, on va formuler notre question de recherche. Alors, on va aller à un niveau plus précis. Donc, il ne faut pas s'arrêter à la définition de problème de recherche. C'est vrai, vous avez un problème. Donc, il y a dans la littérature deux approches. Une approche pharmacologique qui utilise quelques médicaments, entre autres les statines. Une approche non pharmacologique qui utilise, par exemple, les mesures diététiques, qui propose également par exemple, l'exercice physique, perte de poids, etc. Donc, il n'y a pas une réponse. C'est ça la définition de problème de recherche. Lorsqu'on cherche dans la littérature, on ne trouve pas une réponse définitive à ce thème. Donc, il n'y a pas une réponse définitive. À partir de ce moment, je peux proposer une question de recherche. Donc, notre question de tout à l'heure, bien sûr, la question, c'est une question fictive. C'est-à-dire, j'ai inventé la question. Ça n'existe pas dans la littérature. J'ai inventé une question de recherche. C'est quoi cette question? C'est de comparer l'efficacité des statines. Pourquoi j'ai choisi les statines? Parce que les statines, généralement, sont utilisées dans le traitement de dyslipidémie chez les sujets diabétiques. Et à partir d'une observation, les chercheurs ils ont observé que les patients qui sont sous statine, plus ou moins, sont protégés contre la stéatose. Donc, je vais comparer cette approche. C'est une approche pharmacologique. Donc, c'est les statines. Par rapport à une autre approche, parce qu'il y a dans la littérature des chercheurs ou des auteurs qui proposent une approche non pharmacologique. J'ai pris l'exemple de l'exercice physique. Voilà, donc la question de recherche, elle commence à s'élaborer dans ma tête. Donc, j'ai déjà deux phénomènes. Donc, approche pharmacologique, approche non pharmacologique. Dans le traitement d'une maladie, dans une population. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Dans la question de recherche, on doit définir la question de recherche en termes de population. Donc, j'ai déjà une idée sur la population, de type de question et l'intervention. Voilà. Après la formulation de questions de recherche, les chercheurs doivent émettre une hypothèse. C'est l'hypothèse de recherche. L'hypothèse ou l'objectif. Et l'hypothèse de recherche, elle doit justifier l'étude. Donc, pour répondre à cette question de recherche, et pour confirmer ou infirmer notre hypothèse, on va mener cette étude. Voilà, ça c'est le schéma général de pyramide inversée. Merci beaucoup. J'ai répondu à votre question. Je vous en prie, docteur Dion. D'autres questions? Si vous permettez, docteur Goury, il y a une question sur le chat qui me semble intéressante. Oui. Qui dit, et si on veut, elle est posée par une participante qui s'appelle Sana Boukhalfa. Elle dit, et si on veut adopter une nouvelle technique diagnostique dans les résultats qui sont déjà connus, est-ce qu'on peut le mettre comme sujet de recherche afin de le valider selon notre contexte et que ça devienne une routine? J'ai pas bien compris la question. C'est-à-dire, on veut adopter une nouvelle technique diagnostique, oui, dont les résultats sont déjà connus. Et on va adopter cette technique par rapport à quoi? Est-ce que Dr Boukhalfa peut participer dans le chat? Parce que la question n'est pas assez claire. Qu'est-ce que vous voulez dire par adopter? C'est-à-dire, est-ce que vous allez mettre en pratique une nouvelle technique? J'aimerais bien que Dr Boukhalfa intervienne soit directement, à vive voix ou sur le chat. Si j'ai bien compris la question, mais je ne suis pas sûr.
si vous avez une nouvelle technique qui a prouvé ses performances dans la littérature, c'est-à-dire vous avez déjà une idée sur ses performances. Lorsqu'on parle de nouvelles techniques diagnostiques, les performances sont évaluées en matière de sensibilité, de spécificité, de valeurs prédictives positives, valeurs prédictives négatives, etc. Donc, ce qu'on appelle les indicateurs de performance d'une technique diagnostique. Si cette technique a prouvé déjà ses performances, donc qu'est-ce qu'on va faire? Quel est l'objectif de notre étude? Je n'ai pas compris. Ici, il n'y a pas vraiment une justification de notre étude. La technique, c'est bon, elle a confirmé, elle a prouvé ses performances. Sauf si vous voulez utiliser cette technique dans le diagnostic d'une autre, par exemple, maladie. Ça, c'est autre chose. Je ne sais pas est-ce que j'ai répondu à la question de Dr Bouchalfa. Il y a aussi une autre question de Dr Botemnoun par rapport à l'originalité. Donc, s'il vous plaît, concernant l'originalité de la recherche, ça n'a jamais été abordé en Algérie, mais déjà débattu ailleurs. Est-ce que l'originalité est respectée? Donc, par rapport à l'aspect d'originalité dans le contexte algérien, je ne peux pas vous donner une réponse, sincèrement. Pourquoi? Parce que la plupart des études ou des projets de recherche proposés en Algérie font partie de ce qu'on appelle la réplication de la recherche. C'est la réplication de la recherche, qu'on appelle replicated studies. C'est quoi les replicated studies, la réplication de la recherche? C'est-à-dire le chercheur algérien, il va consulter sur ScienceDirect, sur PubMed, sur Scopus, il va consulter un article qui va parler, par exemple, d'un traitement contre une maladie X. Ce traitement a prouvé son efficacité ou, par exemple, une efficacité limitée. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va reprendre, il va répliquer le même protocole, mais sur la population algérienne. Et ça, c'est le mode spécifique à la recherche algérienne. C'est la réplication. Donc, replicated study. Pour l'originalité, ça, c'est autre chose. Bien sûr, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas des études originales en Algérie. Il y a certainement. Mais la plupart, la règle générale, c'est des études de réplication. Bien sûr, ici, je ne veux pas vous démoraliser. C'est-à-dire, aussi modeste, votre contribution, elle est toujours la bienvenue. D'accord? Si vous allez tester, par exemple, un médicament sur une nouvelle population, si vous allez tester un nouveau test diagnostique, si vous allez utiliser une nouvelle méthode sur notre population, donc ça, c'est des aspects d'originalité. Il y a une autre question par rapport aux études descriptives. Pour les études descriptives non déjà faites en Algérie, est-ce que ça reste toujours original? Oui. Si vous allez étudier la prévalence d'une nouvelle maladie qui n'a jamais été étudiée en Algérie, ça, c'est une étude originale. Ça représente une étude originale. Et c'est une contribution considérable dans l'évolution des connaissances. Voilà, Dr Bouchalfa s'est exprimé. Il n'y a pas de techniques non utilisées en Algérie. Il y a plein de techniques non utilisées en Algérie. On pourra les tester sur nos malades. En fait, les performances des paramètres diagnostiques, ils sont influencés par la prévalence de la maladie. Ils ne sont pas influencés par la population, sauf pour quelques tests, quelques exceptions. Par exemple, si on prend l'exemple des tests génétiques, certainement, il y a des différences dans le génome du sujet algérien par rapport au sujet américain, au sujet français. Donc, dans ce contexte, on peut appliquer une technique à la recherche, par exemple, de nouvelles mutations qui sont en relation avec une telle maladie. Mais par rapport à l'étude des performances d'une technique, le changement de la population, ça ne va pas changer grand chose dans les performances. Sauf que, je précise, que les performances, surtout en termes de sensibilité et de spécificité, ils sont influencés par la prévalence de la maladie. C'est-à-dire, si la maladie elle est fréquente, les performances généralement sont meilleures. Par contre, si la maladie elle est rare dans notre population, dans la population algérienne, on va certainement trouver il y a des contrastes entre les performances de ce test, de cette technique, dans notre population par rapport aux données de la littérature. Donc ça, c'est parmi les aspects d'originalité.
Donc, rien ne vous empêche de tester une technique qui a déjà prouvé ses performances sur la population algérienne. Ça peut être considéré comme un aspect original. D'autres questions? Il y a une question posée sur Facebook, Ségouri. Oui, oui, docteur, oui, monsieur. Allez-y. Elle vient de Samsou Break. Il dit, est-ce que le titre de l'article qu'on publie doit contenir toutes les composantes de la question de recherche, les très bonne question, très bien. Actuellement, il y a une standardisation dans la conception, dans l'élaboration des titres des articles scientifiques. Un article scientifique qui se respecte doit préciser dans le titre tous les éléments de modèle PICO. Donc, on doit trouver la population, l'intervention, est-ce qu'il y a une comparaison, et bien sûr, l'événement recherché. Et ça, c'est intéressant, c'est primordial actuellement. La plupart des revues qui se respectent exigent de respecter le modèle PICO dans l'élaboration de titres de recherche. Pourquoi? Parce que le titre de recherche ou le titre de l'article, c'est la vitrine de votre recherche. C'est le premier élément consulté par les chercheurs. Il y a une question de mon ami, Dr. Bruxelles, par rapport au modèle. Donc, y a-t-il d'autres modèles autres que PICO? C'est le modèle standardisé. Actuellement, il n'y a pas d'autres modèles. En fait, le modèle PICO a été issu à partir de ce qu'on appelle le EBM, Evidence-Based Medicine. Donc, c'est la médecine fondée sur les preuves. Les chercheurs, ils ont trouvé que pour standardiser la recherche clinique, ou la recherche biomédicale de façon générale, on doit adopter un plan, un modèle standard dans la définition de la question de recherche. Ce modèle standard, c'est le modèle PICO. À ma connaissance, il n'existe pas un autre modèle pour définir une question de recherche dans le domaine biomédical. Je précise, dans le domaine biomédical. D'autres questions? Si vous permettez, monsieur Zohir, oui. Si on a, je sais pas, si vous me donnez, vous m'accordez au moins 5 minutes. Oui, avec plaisir. Juste pour parler de, je vais juste aborder les intitulés de la troisième partie qu'on n'a pas pu aborder par rapport aux sources, aux stratégies de choix. D'accord, avec plaisir. Rapidement, oui, je ne vais pas dépasser les 5 minutes. Parce que je trouve que c'est important pour les participants d'avoir une idée sur cet aspect. Tout à fait d'accord. Merci, je vous en prie. Donc, quelles sont les stratégies ou quelles sont les sources d'idées de recherche qu'on peut utiliser pour identifier un sujet de recherche? Ici, ça, c'est bien sûr, je répète, ce n'est pas des recettes magiques, c'est juste une contribution personnelle. Donc, j'ai essayé à partir des données de la littérature, à partir de ma petite expérience, de vous donner un modèle ou une stratégie à suivre dans l'identification d'un sujet de recherche. Selon ce que j'ai trouvé dans la littérature et sur la base de ma petite expérience, j'ai pu définir trois sources, trois principales sources. La première source, c'est la vérification des théories, ce qu'on appelle le theory testing approach, où vous trouvez également dans la littérature le modèle déductif. Le modèle déductif, c'est-à-dire on va passer de général vers le spécifique. Et ça, c'est le modèle déductif, la vérification de théories. Je peux vous donner bien sûr des exemples. Juste après la présentation des intitulés, il y aura des exemples. Vérification de théories ou des hypothèses. Donc, le chercheur peut lancer ou peut mener une étude dont l'objectif, c'est de vérifier une théorie qui existe déjà dans la littérature. Ça, c'est la première stratégie. Deuxième stratégie, c'est l'observation et l'expérimentation. C'est-à-dire le chercheur, à partir de sa pratique quotidienne, que ce soit un médecin ou un biologiste dans un service, dans un laboratoire, parfois il y a des observations, des phénomènes inattendus qui émergent. Et à partir de cette observation, à partir d'une expérience, on peut développer une question de recherche, un sujet de recherche. Et généralement, l'observation et l'expérimentation sont les modèles privilégiés dans l'élaboration de savoirs scientifiques. Et vous avez dans l'histoire de la science
l'exemple de Claude Bernard, d'autres chercheurs, donc ils sont les fondateurs de ce qu'on appelle le mode expérimental ou la recherche expérimentale. Vous avez également la pratique clinique, surtout pour les cliniciens. Donc la pratique clinique offre également une multitude d'expériences à partir desquelles des questions de recherche peuvent émerger. Par exemple, un médecin peut observer à la consultation un événement particulier chez un patient qui est sous un traitement X. Donc le médecin doit devenir curieux pour savoir pourquoi se produit ce phénomène. Quelle est la liaison entre ce phénomène et cette maladie ou ce traitement. Et la même chose également pour le scientist dans son laboratoire. La troisième source, c'est la lecture critique de la littérature. Et presque c'est la stratégie la plus adoptée par les chercheurs, que ce soit les chercheurs algériens ou autres. Donc le chercheur doit commencer par une consultation de la littérature scientifique, ensuite une recherche approfondie pour trouver des lacunes de recherche, et à partir de ces lacunes, ce qu'on appelle le research gap, il va proposer un sujet de recherche. Je vais vous donner juste des exemples parce qu'on n'a pas du temps. Si vous me permettez, M. Zohir. Donc, pour la vérification des théories. Donc, vérification de théorie, j'ai pris un exemple, bien sûr, qui est en relation avec notre quotidien, avec le sujet d'actualité. C'est l'origine de SARS-CoV-2. Donc, tout le monde parle actuellement de l'origine de ce virus, de SARS-CoV-2. En fait, dans la littérature, on peut identifier 3 types de théories. Donc, ça reste toujours des théories. Hein. Donc, je précise. C'est les théories sur l'origine de SARS-CoV-2. Donc, la première théorie, c'est une sélection naturelle de ce virus chez une espèce animale. Donc, ça, c'est la première hypothèse, la première théorie. Deuxième hypothèse, et bien sûr, ici, c'est un transfert, sélection, transfert. Deuxième hypothèse, c'est une sélection naturelle dans le transfert de ce virus de l'espèce animale vers l'espèce humaine. Et ça, c'est la deuxième hypothèse proposée par les chercheurs. Et troisième hypothèse, c'est le phénomène de sélection durant le passage. Donc, durant le passage, soit sur culture cellulaire, soit sur un modèle animal. Donc, vous voyez ici, ça reste toujours des théories. À partir de ces théories, on peut mener un travail de recherche. Dont l'objectif, c'est quoi? Dont l'objectif, c'est de tester cette théorie. Donc, vous voyez ça, c'est un article qui a été publié en 2020 dans la revue Nature Medicine qui propose 3 théories pour expliquer l'origine de SARS-CoV-2. Bien sûr, les chercheurs ne dorment pas. Il y a des chercheurs qui ont consulté cet article et ont eu l'idée de tester une théorie pour chercher l'origine de ce virus. Donc, juste après la publication de cet article, des chercheurs ont pris l'initiative d'évaluer l'origine de SARS-CoV-2 sur un modèle animal. Vous connaissez bien sûr, c'est le bat. C'est la chauve-souris. Donc, ils ont analysé 68 génomes de sarbecovirus pour identifier l'origine ou le lien entre le SARS-CoV-2 de l'espèce humaine et le SARS-CoV-2 animal. Donc ça, c'est un exemple de vérification de théorie ou d'hypothèse. Deuxième stratégie, on l'a dit tout à l'heure, c'est l'observation et l'expérimentation. C'est le modèle inductif. Ici, c'est le modèle inductif. On l'appelle également modèle inductif. Donc, à partir de l'observation, le chercheur il va élaborer une hypothèse explicative. On a observé un phénomène chez un modèle animal, chez une espèce humaine, suite à un traitement, suite à une intervention, suite à la consommation d'un médicament, d'une substance, etc. Donc, on a élaboré une hypothèse explicative pour expliquer l'apparition de ces phénomènes. Et pour tester cette hypothèse, qu'est-ce qu'on va faire? On va élaborer un plan d'expérimentation. C'est le protocole. Comment on va procéder pour tester cette hypothèse. Ensuite, on va faire l'expérimentation, on va avoir des résultats, et on va interpréter. Et vous voyez ici, c'est un processus continu. C'est-à-dire, on va interpréter, on doit revenir toujours à l'hypothèse. Est-ce que les résultats qu'on a trouvés dans notre étude expliquent le phénomène et répondent à la question de recherche? Ici, je vous donne un exemple, toujours dans le même contexte, c'est par rapport au SARS-CoV-2. Ici, dans cet exemple, je montre comment l'observation d'un phénomène inattendu pourrait générer des idées de recherche. En fait, depuis le début de la pandémie de Covid,
Les chercheurs, et beaucoup de chercheurs, ont rapporté beaucoup de cas de diabète inaugural, que ce soit de type 1 ou de type 2, et de complications également métaboliques. Vous voyez, c'est des exemples de cétose ou acidocytose chez les sujets atteints de Covid-2. Et ici, je vous donne 3 articles qui ont apparu presque dans la même période, c'est entre le mois d'avril et le mois de mai 2020, qui confirment cette observation, c'est-à-dire l'apparition de cas de diabète inaugural chez des patients atteints de Covid-19. À partir de ces observations, d'autres chercheurs, bien sûr, ces observations, ils ont généré des hypothèses de recherche, et ces hypothèses de recherche nécessitent d'être vérifiées. Comment on va les vérifier? C'est par le mode expérimental, c'est-à-dire des études, soit études étiologiques, soit des études expérimentales, proprement expérimentales. Vous avez ici l'exemple d'un essai clinique qui a été lancé dans le mois de novembre, vous voyez c'est la date, le mois de novembre 2020, pour essayer de répondre ou de tester ou de chercher une hypothèse explicative par rapport à cette observation. Pourquoi il y a des cas de diabète, que ce soit type 1 ou type 2, chez les patients de Covid-19. Donc vous avez l'exemple ici, on est passé de l'observation à l'expérimentation. C'est un essai clinique qui a été lancé en 2020, novembre 2020, et qui va rendre les résultats en 2023. Donc les résultats de cet essai seront publiés, Inch'Allah, en 2023. Troisième stratégie, c'est la lecture critique de la littérature. Donc, comme vous savez, toute recherche prend racine dans des recherches ultérieures. On ne commence jamais de zéro dans la recherche scientifique. D'accord? Sinon, c'est de la philosophie. On ne commence jamais de zéro. Il y a toujours une base de notre recherche. Donc, la troisième stratégie, c'est presque la stratégie, comme je disais tout à l'heure, la plus adoptée. La stratégie de base dans l'identification de sujets de recherche. Où on peut trouver des sujets de recherche par rapport à la littérature. Je vous conseille de consulter surtout les revues systématiques, parce que les revues systématiques elles font généralement la synthèse des articles originaux qui ont été publiés. Et à notre niveau de preuve plus élevé, c'est les méta-analyses. D'accord? Donc vous avez les revues systématiques et les méta-analyses qui font la synthèse des données de la littérature dans les 5 dernières années. Donc à partir de ces revues systématiques, vous pouvez trouver des idées pour vos projets de recherche. Et un autre moyen aussi très efficace, que peut-être vous ne connaissez pas, c'est les comptes rendus des congrès scientifiques. Je vous conseille de consulter ce qu'on appelle les proceedings. Les proceedings, bien sûr, des congrès organisés par les sociétés savantes. Je ne parle pas des congrès de fast-food. Les congrès organisés par les sociétés savantes, vous trouvez dans les proceedings beaucoup d'idées de recherche. Pourquoi? Parce que les doctorants... Pardon? Je continue. Donc, pourquoi vous trouvez des idées de recherche? Parce que la plupart des doctorants, avant de publier leurs articles, ils doivent communiquer les résultats préliminaires de leurs travaux dans les congrès scientifiques. Et à partir de ces résultats, vous pouvez avoir des idées. Ça, c'est un exemple. Je vous donne un exemple par rapport aux lacunes. Donc, pour trouver des idées à partir de la littérature, je vous conseille de consulter la partie limite ou la partie perspective. Souvent dans les articles scientifiques, dans les derniers paragraphes, que ce soit dans la discussion ou dans la conclusion, vous trouvez une section, une partie qui parle des limites et des perspectives. D'accord. À partir de ces perspectives, le chercheur peut avoir une idée sur un projet de recherche, un futur de recherche. Ici, j'ai pris l'exemple d'un article publié en 2018. C'est un article publié par des chercheurs algériens sur l'effet d'une supplémentation orale en vitamine D3 chez les sujets atteints de maladies rénales chroniques au stade 3. Et ils ont évalué l'interaction avec le syndrome d'insulinorésistance et les perturbations hormonales. Dans cet article, vous pouvez le consulter sur le site des Annales de biologie clinique. Dans le dernier paragraphe de conclusion, les auteurs ouvrent une piste de recherche. Donc, ils ont confirmé dans cette étude, que la supplémentation en vitamine D3 a permis d'atténuer les dysfonctionnements rénaux, estimés par le débit de filtration glomérulaire, le dysfonctionnement métabolique estimé par l'insulinrésistance, et le dysfonctionnement hémodynamique exprimé par la pression artérielle systolique, et le dysfonctionnement inflammatoire exprimé par les CRP, et les désordres hormonaux exprimés par la PTH, cortisol et insulin growth factor. Cependant, ce qui nous intéresse, c'est ce paragraphe, c'est cette phrase. Cependant, la supplémentation en vitamine D3 ne semble pas, bien sûr, ne semble pas, c'est par rapport aux résultats de cette étude, ne semble pas corriger les troubles thromboemboliques
Donc, vous voyez, ça, c'est une piste. Donc, qu'est-ce qu'il propose? D'autres études sont souhaitables ou sont nécessaires pour éclaircir ce dernier aspect. À partir de ce moment, je peux réfléchir déjà sur une étude pour évaluer là l'effet de supplémentation en vitamine D3 sur la correction des troubles thromboemboliques chez les maladies rénales. Vous voyez, ça c'est un exemple. Il y a plein d'exemples dans la littérature. Et je reviens à tout à l'heure, l'exemple de tout à l'heure, pour répondre à la question de... C'est pas qui a posé la question, par rapport à la réplication, l'aspect de l'originalité dans les études algériennes. Je disais tout à l'heure que la plupart des études algériennes rentrent dans ce modèle. C'est la réplication ou l'extension des études qui se trouvent dans la littérature. Donc, quel objectif? Donc, on peut mener une étude de réplication ou d'extension pour confirmer des conclusions, par exemple, pour confirmer les performances d'un test diagnostique sur notre population algérienne, pour vérifier la généralisation, par exemple, un mécanisme physiopathologique, une toxicité qui a été observée. Donc, on peut vérifier la généralisation de ces résultats. On peut travailler sur une population spécifique, et ça, c'est le modèle le plus retrouvé dans la littérature algérienne. On peut également changer le research design. Donc, dans la littérature, il y a uniquement des études cohortes. Je peux opter pour une étude cas témoin. Et on peut également changer, on peut jouer sur ce qu'on appelle les méthodes de mesure. Donc, je peux changer les méthodes de mesure en respectant, bien sûr, les conditions de validité. Et ici, j'attire votre attention, c'est que la réplication ne signifie pas la reproduction. Donc, il y a une grande différence entre la réplication et la reproduction. La réplication, c'est prendre l'idée et bien sûr changer un élément dans le protocole. Par contre, la reproduction, c'est-à-dire on va copier-coller intégralement l'étude pour confirmer les résultats, pour chercher est-ce qu'il y a un changement de le résultat. Pour terminer, je pense que j'ai dépassé le temps. La dernière vérification dans votre sujet, c'est de vérifier la viabilité, l'impact et la tendance. Et ici, je vous donne quelques outils très helpful. Donc, c'est des outils d'analyse bibliométrique. Donc, vous pouvez utiliser le Scopus, Web of Science, Insights, ou Altimetric Explorer, ou Publish or Perish. Donc, c'est des outils d'analyse bibliométrique qui vont vous permettre de vérifier la viabilité et la pertinence de votre sujet de recherche. Pour les chercheurs algériens, vous pouvez utiliser le Scopus. Pourquoi? Parce qu'il est accessible via le SNDL, donc le Système national de documentation scientifique. Voilà, je pense que j'ai terminé ma présentation. Donc, je vous rends la parole, M. Zoher. Merci beaucoup, Dr Gori. Merci pour cette présentation formidable. Nous nous excusons auprès des participants d'avoir été légèrement longs. Nous voulons, à la fin de cette conférence, de vous rappeler que le webinaire de ce soir est une introductive à une formation proposée par MedLife Consult en partenariat avec BG Academy, assurée par Dr Gori, bien entendu. Elle se trouve sur notre plateforme medlifeacademy.com. Nous vous invitons à la visiter et à rentrer dans les détails de cette formation. Cette formation durera, Inch'Allah, 5 semaines à partir des peu de jours qui viendront. Voilà notre rappel. Nous vous remercions encore une fois pour votre patience et nous vous souhaitons une bonne soirée. Merci. Merci tout le monde. Merci, M. Zoé. Je tiens également à remercier tous les participants qui ont assisté à cette visioconférence, que ce soit sur Zoom ou sur la page de l'Institut MedLife. J'espère que cette présentation a été fructueuse pour vous. Bien sûr, je n'ai pas pu tout donner sur la méthodologie de recherche. J'ai essayé de vous donner l'essentiel. Et Inch'Allah, il y aura d'autres occasions pour vous rencontrer et pour parler avec plus de détails sur les autres aspects de la question de recherche. On a traité juste une partie dans la formulation de la recherche, c'est-à-dire la question de recherche. Il reste de nous parler sur également le contexte, sur la population de l'étude, comment choisir la population, comment calculer la taille de l'échantillon. On doit parler également de tout ce qui est statistique. Donc, il y a beaucoup de choses à dire par rapport au sujet. Voilà, je vous remercie encore une fois et à la prochaine, Inch'Allah. Et bonsoir. Bonsoir tout le monde. Merci.